Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal. Ce lundi 8 septembre, c'est la journée internationale de l'alphabétisation. Sa célébration vise à sensibiliser et informer les populations sur l'importance de l'alphabétisation. C'est le lieu pour le gouvernement de réaffirmer son engagement à donner un dynamisme à l'éducation non formelle. Alphabétisation au service du développement durable, voilà le thème retenu cette année. Ahmed Traoré Aboussanogo. L'alphabétisation est l'un des principaux éléments nécessaires pour promouvoir le développement durable. Elle donne aux individus les moyens de prendre les bonnes décisions dans les domaines de la croissance économique, aussi pour le développement social et de l'intégration environnementale. D'où cette année le thème « Alphabétisation au service du développement durable ». Nous nous félicitons de l'ordre du thème de la présente journée « Alphabétisation au service du développement durable ». En attirant l'attention de la communauté des hommes sur la conjonction entre le savoir et le développement durable, cette thématique touche à une question fondamentale de la société contemporaine. En donnant aux hommes et aux femmes les clés de leur épanouissement, l'alphabétisation les dispose à être des adjudants d'un développement humain plus équilibré. L'alphabétisme est au cœur de l'éducation de base pour tous. Pourtant, selon la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, certaines manœuvres vont contre son bon fonctionnement. Il reste à déplorer le taux malheureusement élevé d'analphabètes en dépit des efforts consentis par les pouvoirs publics. Nous en connaissons les causes. Elles sont d'ordre économique, culturel et institutionnel. C'est ce qui légitime nos efforts accrus dans le sens de la scolarisation universelle. Aujourd'hui, près d'une personne sur 7 est illettrée. Et sur les 860 millions d'illettrés dans le monde, 500 millions sont des femmes. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara, a exhorté la population à s'ouvrir aux nouvelles technologies pour davantage freiner l'alphabétisme en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida mobilise les sages-femmes autour du guide de recommandations pour la pratique clinique. L'objectif est de les amener à s'approprier ce guide et mettre en pratique son contenu afin de réduire le taux de mortalité maternelle et néonatale dans les maternités et centres de santé. Un atelier a été organisé récemment pour instruire les sages-femmes sur ce guide de recommandations et la loi portant création de l'Ordre des sages-femmes de Côte d'Ivoire. Serge Gongoma. C'est le 9 mai 2013 que l'État de Côte d'Ivoire a adopté un projet de loi portant création de l'Ordre des sages-femmes. Une loi pour réglementer et améliorer les compétences des sages-femmes en vue de réduire la mortalité maternelle et néonatale. Cet atelier vise à vulgariser le guide de recommandation pour la pratique clinique RPC et la loi portant création de l'Ordre des sages-femmes de Côte d'Ivoire. Cette loi organise la profession sage-femme et donne le code de déontologie, l'éthique même de la profession de sage-femme. Il faut respecter toutes les directives que l'État de Côte d'Ivoire met à leur disposition. Et donc, toutes les sages-femmes sont obligées de s'inscrire donc au tableau de l'ordre et respecter tout ce qui est contenu dans cette loi-là. Dans son élan de promotion de l'excellence et du travail bien fait, la Côte d'Ivoire veut donner une image plus reluisante de la sage-femme. Très souvent, on entend par-ci, par-là, les sages-femmes ne font pas bien leur travail. C'est une appréciation de l'opinion publique. Et à nous, sages-femmes, de pouvoir ensemble faire mentir la population en prenant en charge de façon efficace et efficiente par notre accueil, par notre gentillesse, cette cible-là qui vient très souvent, qui est dans une situation critique. Les ordres des médecins, chirurgiens dentistes et pharmaciens ont pris part à cet atelier. Un atelier pour lequel le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida bénéficie du soutien de l'Organisation mondiale de la santé OMS et du Fonds mondial de la population UNFPA. On en vient maintenant à cet hôpital qui verra bientôt le jour. Un hôpital pour soulager les personnes défavorisées. On écoute Herman Niamia. Cet hôpital sur cette maquette sera bientôt construit en Côte d'Ivoire par l'ONG internationale Une Voix pour Padre Pio. Le site n'est pas encore trouvé, mais sa construction va coûter environ 10 milliards de francs CFA.
Baptisé la petite maison pour le soulagement de la souffrance, cet hôpital est dédié aux couches défavorisées. Les soins pour les personnes démunies seront entièrement gratuits. Si tu as l'argent, tu payes. Si tu n'as pas l'argent, tu vas rentrer avant dès qu'il n'y a pas d'argent. C'est ça le sang et l'esprit de l'hôpital. On a travaillé beaucoup avec la congrégation de Donorion et donc on a vu les enfants handicapés, on a vu l'abandon des enfants handicapés, on a vu la souffrance vraie. Étant la réplique de celui de San Giovanni de Rotondo en Italie, cet hôpital qui sera entièrement financé par des dons se veut technologiquement avant-gardiste avec les spécialités suivantes: chirurgie générale, obstétrique et gynécologie, otorino-laryngologie. L'ONG Une Voix pour Padre Pio n'est pas sa première réalisation en Côte d'Ivoire. Depuis le 31 octobre 2011, où elle est représentée à Yaou, dans la commune de Bonois, elle accueille les enfants orphelins ou abandonnés. On retrouve Christelle Menant à présent. Notre reporter nous dit que le ministère de la Jeunesse et la Caisse des retraités et agents de l'État promeuvent la pratique du sport par les personnes du troisième âge. Il n'y a pas d'âge pour le sport et ils l'ont prouvé en venant en masse pratiquer des exercices physiques ce samedi à Cocody. La commune est la 5e étape de ce parcours de santé organisé par le ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs. Et c'est le troisième âge qui était à l'honneur. Comme nous n'avons plus la possibilité de bouger comme on le faisait en allant au travail et revenir, rester assise à la maison, ça crée d'autres problèmes. Donc quand il y a une occasion de marche, je n'hésite pas à en profiter. Moi, j'ai toujours fait le sport. Il faut faire ça pour se dégraisser, pour perdre beaucoup de calories. Parce que quand on est gros, on a le cholestérol, on a l'obésité, tout ça. Voilà, c'est pour la santé. Partenaire de l'événement, la Caisse générale des retraités et agents de l'État. Pour nous, la retraite, c'est la vie. La retraite ne doit pas donc être synonyme de garage. Pour pouvoir jouir pleinement de sa retraite, il faut pouvoir bénéficier d'une bonne santé. Et le secret d'une bonne santé, c'est d'abord une bonne hygiène de vie, une alimentation équilibrée et une pratique régulière du sport. Leitmotiv de ce parcours de santé donc, faire la promotion de la pratique sportive pour tous. Promotion que le ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs entend poursuivre après Yopougon, Abobo, Bingerville, Trècheville et Cocody. Il n'y a pas de limite. Le monsieur, il a 83 ans, M. Koulibaly. Il est là pour éviter l'obésité, pour éviter le diabète et la tension, etc. Et même le cancer. Et donc, il faut inviter tout le monde à faire du sport. La 20e édition de Vacances Culture à Abengourou, c'est fini. L'édition 2014 a primé 4 disciplines sur les 12 que comptait le concours. Les 5 jours de compétition auront permis à près de 1000 jeunes venus de 32 régions de la Côte d'Ivoire de rivaliser de talent. Fait majeur cette année, Vacances Culture 2014 a été organisé en partenariat avec le FNJ, le Fonds national de la jeunesse. Franck Quadio, depuis Abengourou. À la commune d'Abengourou. Abengourou, grand vainqueur de Vacances Culture 2014. La ville organisatrice de la 20e édition se taille la part du lion. Première en sculpture et en orchestre traditionnel, deuxième en mode et troisième en chorale. Dans la discipline, c'est être rigoureux. Voilà, c'est ça notre secret. Et puis, il faut dire qu'on était solidaires. Après 5 jours de compétition, les 92 groupes venus de 32 régions de la Côte d'Ivoire peuvent célébrer leurs efforts, de la joie, de la tristesse, mais énormément de promesses. Marcel Kouchadan, lauréat en peinture, avec une toile bien expressive. Ici, à travers ce tableau, chaque pointe représente une personne vivant sur le territoire ivoirien. Donc ensemble, ces pointes vont donner des messages de paix, douceur, tranquillité. Vacances Culture, c'est aussi la révélation de talents candides. Des conflits qui ne cessent d'attrister les populations de Jametrie. En somme, une fête pleine, mais des organisateurs lucides. Les moyens financiers qui ont obligé le comité d'organisation à moduler complètement son programme pour s'adapter, n'est-ce pas, aux moyens mis à disposition. Donc certaines activités ont été exécutées, mais en limitant vraiment les prestations. Autre ambiance quelques heures plus tard au concert de clôture,
Une façon de baisser les rideaux sur l'édition 2014 avec panache. La Constitution le dit, le citoyen a droit à l'éducation, le citoyen a droit à la sécurité, le citoyen a droit à la santé, il a aussi droit à la culture. Voilà, 7 années consécutives que les Abidjanais vivent le Festival des Grillades. L'édition 2014 a ouvert ses portes samedi. Ce sont des dizaines de milliers de festivaliers qui ont pris d'assaut le palais de la culture d'Abidjan-Treichville pour savourer les spécialités ivoiriennes côté grillade. Je vous invite à présent à vivre l'ambiance de cette foire gastronomique. Direction le festival. Pour la 7e édition, ce sont plus de 1000 festivaliers qui ont pris part au Festival des Grillades d'Abidjan, une foire gastronomique devenue l'un des événements les plus populaires de la capitale économique ivoirienne. Normal, le Festival des Grillades est initié pour promouvoir l'art culinaire ivoirien. Ce festival est né déjà en 2008. Nous avions souhaité à cette époque-là faire la promotion de l'art culinaire ivoirien, notamment des grillades. Et nous avons créé cet espace-là qui regroupait les meilleurs restaurateurs, grilleurs d'Abidjan. Et nous y avons adjoint un peu d'agrément, de la musique, et voilà. Sélectionnés parmi les meilleurs du pays, 50 braiseurs proposent divers mets, crabes poilus braisés, poulets braisés, choukouya de mouton, etc. Des spécialités, source d'attraction de nombreux amis et familles, en quête de moments de convivialité, accompagnés de bons rafraîchissements. J'ai toujours aimé, donc j'ai voulu faire un tour pour voir les différentes spécialités du pays, voilà, en grillade quoi. L'organisation est bien, il y a assez de nourriture pour tout le monde et puis ça se passe bien. Mais apparemment ça doit être bon parce que l'odeur déjà nous ravit. Ouais, beaucoup de monde, une jolie ambiance, c'est génial. Ça c'est ici, le poulet grillé, le poisson grillé, ça c'est le meilleur du monde. L'affluence est dense, il y a du monde. Il y a du monde, bon, pour le moment ça va, pour un début ça va. À cette 7e édition du Festival des Grillades d'Abidjan, les dispositions ont été prises pour le respect des mesures d'hygiène arrêtées par le gouvernement pour empêcher l'entrée du virus Ebola en Côte d'Ivoire. Encore un incendie à la zone industrielle de Yopougon. Hier matin, la société Sociam, un magasin de stockage de matériel électroménager, a pris feu, faisant des dégâts matériels importants. Le préjudice est estimé à plus de 6 milliards de francs CFA. Le constat d'Éric Goré et de Serge Colléa. Un magasin de stockage de 6000 mètres carrés contenant des appareils électroménagers et des ustensiles de cuisine partis en fumée. C'est le bilan de l'incendie qui s'est déclenché ce dimanche 7 septembre à 5 h du matin dans l'entreprise Sociam située en zone industrielle de Yopougon. Nous avons été alertés par notre service de sécurité dans la nuit de vendredi à samedi aux alentours de 5 h du matin et qu'il y avait un feu qui était dans un de nos hangars. Donc nous nous sommes précipités pour venir sur les lieux. Et on a contacté les pompiers aussitôt. Ils sont arrivés malheureusement avec 1 heure après notre appel, mais ils ont fait vraiment ce qu'il fallait pour vraiment éteindre le feu dans les plus brefs délais. Le feu dévastateur a été circonscrit vers 9 h par une équipe du groupement des sapeurs-pompiers militaires déployée sur les lieux. Malgré cette situation, l'entreprise entend prendre rapidement les dispositions pour sauver les emplois des travailleurs. Il a été décidé que tous les emplois seraient sauvegardés. Donc à ce niveau-là, il n'y aura pas de chômage technique ou de licenciement. Vraiment, tous les employés resteront au sein de la société aux mêmes conditions qu'elles avaient avant ce dommage. Les pertes sont estimées par les responsables de la société sinistrée à des milliards de francs CFA. Les enquêtes sont en cours pour déterminer les causes réelles de ce sinistre. Rendons-nous maintenant à Singapour pour parler de ce projet gigantesque, le premier du genre de stockage souterrain d'hydrocarbures liquides.
Singapour vient de dévoiler son dernier exploit d'ingénierie, le Jurong Rock Cavern. Une installation inédite en Asie du Sud-Est pour stocker dans des cavernes souterraines des hydrocarbures liquides. Il aura fallu 6 ans de préparation, 8 ans de construction et un budget de 950 millions de dollars pour parvenir à ce résultat. 9 km de tunnels pour accéder aux cavernes avec une capacité de stockage équivalente à 600 piscines olympiques. Ce projet est né de la volonté du gouvernement de Singapour de développer le secteur de l'industrie pétrochimique. Nous allons développer l'industrie pétrochimique parce que c'est une industrie qui fournit de bons emplois pour les Singapouriens et parce qu'elle contribue de manière significative à développer notre économie. En fait, cette industrie représente un tiers de notre production manufacturière. Situées à 150 mètres de profondeur, les 5 cavernes de 27 mètres de hauteur devraient être toutes opérationnelles d'ici 2016. La société d'exploitation a tenu à rassurer sur les risques de fuites éventuelles. Partout sous terre, il y a de l'eau et nous utilisons la pression de l'eau souterraine pour maintenir l'huile dans les cavernes et l'empêcher de s'échapper. Le projet Jurong Rock Cavern a surtout été conçu pour pallier le manque de terrain disponible à Singapour. Cela se traduit concrètement par une économie de 60 hectares de terre. L'expérience donne déjà d'autres idées aux dirigeants singapouriens qui envisagent d'autres projets souterrains. Un mot de religion dans ce journal. Les 414 premiers pèlerins musulmans de Côte d'Ivoire ont pris leur vol hier pour Médine, en Arabie Saoudite. Ils vont accomplir le Hajj, 5e pilier de l'islam. Ils sont 5600 candidats au Hajj cette année. Doigt des lasers. Les premiers pèlerins déjà en route pour la terre sainte de Médine, en Arabie Saoudite. À bord de cet avion, 414 fidèles musulmans qui vont découvrir la Kaaba, la première mosquée du prophète de l'islam, dans le cadre du Hajj 2014. C'est un rêve qui se réalise aujourd'hui et me voyant dans l'avion en partance de Médine, vraiment je suis très émue. Et je prie le Seigneur qu'il le facilite pour moi, qu'il me permette d'effectuer tous les rites dans la santé et qu'il exauce tous nos vœux. Je dis, je suis en joie. C'est comme je suis à la Mecque même. Parce que présentement, tout mon cœur est là-bas. À la différence des autres années, le Hajj 2014 se déroule dans de bonnes conditions, avec tout de même quelques difficultés au plan technique. La difficulté que nous avons eue cette fois-ci, c'est la gestion électronique. Vous savez, c'est ponctueux et parfois l'Internet est instable, on n'a pas de réseau. Mais je pense qu'à l'avenir, nous ferons l'effort par l'aide de Dieu pour corriger ces dysfonctionnements. Mais nous avons promis aux Ivoiriens un Hajj sans bruit. Dieu nous a permis de le réaliser. Donc nous souhaitons que les pèlerins soient à l'écoute. Comme ça, quand on les appelle, qu'ils répondent à notre appel. Avec ce premier départ, 526 sur les 5600 candidats sont en attente de leur vol pour le Hajj 2014. Ils y vont pour accomplir le 5e pilier de l'islam, une tradition de la religion musulmane qui se déroule entre le 8 et le 13 du dernier mois du calendrier musulman, le Dhu al-Hijja. Avant de terminer ce journal, je rappelle que le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan hier dimanche aux environs de 15 h pour Dubaï. Le chef de l'État va prendre part demain mardi à la conférence internationale des investisseurs dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Le chef de l'État regagnera Abidjan le mercredi 10 septembre 2014. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bonne suite de programme sur RTI 1.